Bonsoir tous. L'émission Silence on tue au Congo. Hier le main coupé, aujourd'hui les femmes et les enfants brûlés, diffusée sur la chaîne Atypique TV, qui est la chaîne de l'Union européenne au niveau de Bruxelles, aborde la crise persistante en République démocratique du Congo, la RDC, notamment les violences dans l'est du pays. Elle met en lumière le soutien présumé du Rwanda au groupe rebelle M23, accusé de commettre des exactions dans cette région. Concernant la position de l'Union européenne dans ce conflit, des critiques émergent quant à son rôle. Bien que l'Union européenne ait récemment condamné la présence militaire du Rwanda en RDC et appelé Kigali à cesser son soutien au M23, certaines de ces actions passées sont perçues comme favorables au Rwanda. Par exemple, en novembre 2024, l'Union européenne a décidé de financer l'armée rwandaise à hauteur de 20 millions d'euros pour soutenir ses opérations au Mozambique. Cette décision a suscité des inquiétudes, certains estimant qu'elle pourrait directement encourager les actions du Rwanda en RDC. De plus, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda pour développer l'approvisionnement en minerais stratégiques, ce qui alimente les critiques sur une possible critique dans l'exploitation des ressources de la RDC. Ces éléments suggèrent une certaine ambiguïté dans la position de l'Union européenne, aussi entre condamnation officielle des actions du Rwanda en RDC et collaboration stratégique avec Kigali. Euh, mais dans cette émission, nous allons voir donc l'eurodéputé, M. Charles Goerns, qui nous confirme qu'il y a eu une rencontre hier, donc au siège de l'Union européenne à Bruxelles, où toutes les personnes qui ont assisté dans cette réunion étaient unanimes. Donc la décision fut unanime que la semaine prochaine, il va y avoir une réunion de la Commission européenne. Pour qu'ils puissent essayer de voir, donc quelles mesures prendre donc pour le régime des Kagame qui continue à décimer la population congolaise au niveau de l'est et de la RDC. Alors je vous laisse suivre l'émission et vous retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion et la question du jour. À toutes. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à notre émission Le Vrai Dialogue, que j'ai le plaisir de vous présenter depuis le Parlement européen à Bruxelles. Un vrai dialogue consacré à la crise en République démocratique du Congo s'impose aujourd'hui. Depuis plus de 3 décennies, le peuple congolais subit une guerre qui ne dit pas son nom. Ce conflit complexe et meurtrier a déjà coûté la vie, selon des statistiques congolaises, à plus de 12 millions de personnes, dans un silence quasi total de la communauté internationale. Ce soir, nous tenterons de comprendre les véritables enjeux de cette guerre dans la région des Grands Lacs. Qui se cache derrière le groupe armé M23? Pourquoi bénéficie-t-il du soutien militaire du Rwanda? Quel rôle jouent les grandes puissances comme l'Union européenne et les États-Unis dans cette crise? Alors que le M23, soutenu par les forces rwandaises, contrôle des territoires stratégiques dans l'est du Congo, riches en coltan, en cobalt, en or et autres minerais essentiels, nous devons nous interroger. L'Europe a-t-elle commis une erreur en nouant un partenariat stratégique avec Kigali? En décembre 2023, l'Union européenne a annoncé 900 millions d'euros d'investissement au Rwanda dans le cadre du programme Global Gateway, un projet censé favoriser le développement des infrastructures. Pourtant, quelques mois plus tard, les mêmes institutions européennes demandent à Kigali de retirer ses troupes du Congo. Le Congo est le plus grand producteur mondial de coltan et de cobalt, des minerais essentiels à nos téléphones, à nos voitures électriques et à nos batteries. Mais cette richesse est aussi une malédiction. Elle alimente le conflit et profite à ceux qui pillent ces ressources avec la complicité des milices
armée. Pour débattre de cette situation dramatique et tenter d'apporter des pistes de solutions, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Charles Goerens, eurodéputé luxembourgeois et ancien ministre du Développement international, et William Ikolo, expert des questions congolaises et de l'Afrique de l'Est. Le vrai dialogue, c'est tout de suite. Charles Goerens, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Monsieur William Ikolo, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Je vous poserai à vous la première question. Est-ce que vous pouvez, monsieur Ikolo, expliquer à nos téléspectateurs de manière brève, on va dire, les raisons, les vraies raisons, les raisons profondes du conflit au Congo? Très bien, merci beaucoup. En réalité, pour bien comprendre le conflit en République démocratique du Congo, il faut se rappeler qu'en toile de fond de ce conflit, il y a le contrôle des matières stratégiques, dites matières critiques par l'Union européenne. Il y a des puissances qui veulent avoir ces matières stratégiques et c'est tout à fait normal parce que ce sont ces matières qui permettent de faire ces sauts technologiques que l'on connaît et de faire aussi prospérer, j'ai envie de dire, les nations. Sauf que ces matières stratégiques, les méthodes pour les chercher, ce sont les méthodes qui posent problème. C'est-à-dire que ça pourrait être un marché tout à fait ouvert où chaque nation viendrait, comme ça se fait pour l'achat du pétrole ou pour je ne sais quel autre minerai, en acheter. Mais ici, au Congo, ce qui se passe, c'est que l'achat de ces matières donne en fait à voir des groupes armés. Il y en a actuellement 266 qui opèrent en République démocratique du Congo à la recherche de ces matières et qui font régner la terreur, qui font régner la mort pour créer des zones de non-droit afin de pouvoir payer librement ces matières. Donc voilà en résumé la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur Goerens, pourquoi la communauté internationale est si silencieuse par rapport à cette crise, à ce conflit au Congo? Je rappelle des statistiques congolaises. Depuis 1990 à nos jours, 12 millions de Congolais ont été tués. Écoutez, ça fait quand même quelques années que je suis membre du Parlement européen. On avait déjà une situation pas tout à fait comme celle-ci, mais très comparable dans les années 90 du siècle dernier. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on est muet. En tout cas, ici au Parlement européen, on a toujours élevé la voix contre les injustices qui se produisent au Congo. On peut longtemps épiloguer autour des raisons qui sont à l'origine de ce conflit. Je partage absolument ce que vous avez expliqué être à la base de ce conflit. Donc il y a une responsabilité de la communauté internationale. Disons que si tous les membres du Conseil permanent des Nations Unies étaient conscients de leurs responsabilités, je crois que le problème ne se poserait plus. Absolument. Deuxièmement, nous connaissons les difficultés qu'a la République démocratique du Congo pour faire en sorte que l'État congolais soit présent partout, avec les moyens nécessaires pour rétablir l'ordre, pour que justice soit faite aux victimes. Donc il y a une responsabilité qui repose sur la communauté internationale et il y a des efforts à faire avec les pays qui traitent avec le Congo pour l'aider à dépasser les difficultés qui sont les siennes pour l'instant. Donc j'espère bien que cette crise, ce conflit, ces crimes abominables qui se produisent dans la région orientale du Congo soient un nouveau point de départ. En tout cas, le Parlement européen, avec son rôle de contrôle de l'exécutif et aussi son rôle d'impulsion politique, fera tout pour dépasser la situation actuelle. Monsieur Goerens pointe du doigt la communauté internationale. Monsieur Ikolo, encore, on a le temps, vous savez, le problème est tellement dramatique dans cette région du monde que
il est temps de prendre le temps d'expliquer les choses. Et je vous demanderai maintenant de nous dire le groupe armé M23. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut le considérer comme une simple rébellion locale ou est-ce qu'il s'agit d'un bras armé au service d'intérêts extérieurs? Oui, c'est une excellente question. En fait, le groupe armé, le M23, est un groupe rebelle. En réalité, à plusieurs égards, on pourrait même considérer que c'est un groupe terroriste parce qu'il produit des activités qui sont proches des activités terroristes. C'est un groupe qui est soutenu par le Rwanda. Ce n'est pas un avis personnel que je donne ici, hein. C'est des faits qui ont été plusieurs fois et en permanence démontrés par les Nations Unies. C'est en quelque sorte le bras armé de cette contrebande qui utilise le Rwanda comme outil pour piller les richesses du Congo. Et le M23, qui a eu plusieurs visages durant l'histoire, hein, il s'est fait appeler le CNDP, le RCD Goma, et aujourd'hui le M23. Et c'est un mouvement rebelle en fait qui utilise des prétextes qui n'en sont pas pour venir au Congo et piller des matières. Donc nous savons aujourd'hui, notamment par rapport à ce qui s'est passé dernièrement à Goma, il y a eu plus de 3000 morts selon l'estimation des Nations Unies. Et ces 3000 morts, en fait, sont imputés directement au M23 et par logique aussi au Rwanda. La raison souvent invoquée par le Rwanda serait la recherche des FDLR, qui est l'ancienne milice rwandaise qui serait rentrée en RDC. Mais on voit qu'à chaque fois que l'armée rwandaise opère en RDC, il ne recherche plus ces fameux FDLR. Et son obsession, c'est le massacre et c'est le pillage. Donc on peut comprendre que les fameux FDLR ne sont qu'un prétexte. Donc pour vous répondre très directement, le M23 est un groupe rebelle à la solde du Rwanda pour piller les richesses en République démocratique du Congo. Mais il se rebelle par rapport à quel pays? Il est composé de quelle nationalité? Ce sont des Congolais, ce sont des Rwandais ou ils viennent d'où ces gens-là? En fait, le M23, à la base, est un mouvement qui est piloté par le Rwanda. Effectivement, le Rwanda essaye de débaucher des Congolais par-ci, des Ougandais par-là. Il y a forcément, dans cette chaîne de commandement, des Rwandais, il y a des Congolais, mais le commandement en lui-même et les moyens sont donnés par le Rwanda. Monsieur Goerens, vous le savez, l'Union européenne a conclu un partenariat stratégique avec Kigali, hein, avec Kagame, le président du Rwanda. Et ma question est pourquoi avoir conclu un accord de partenariat stratégique qu'on a appelé le Global Gateway avec Kigali, et pourquoi n'a-t-elle pas signé directement avec le pays concerné, le pays producteur, en l'occurrence le Congo? Jusqu'à preuve du contraire, c'est le Congo qui détient la plupart de ces minerais. Hein. Je pense au coltan, au colbate, alors et pas mal d'autres minerais importants pour nous ici, en Union européenne, pour la fabrication de beaucoup de produits finis. Je pense à nos portables, hein, je pense aux voitures électriques, etc. Ma question, pourquoi? Pardonnez-moi, je suis spontanée. J'ai envie de faire un bête parallèle. Allez-y. Mais simpliste. Oui. C'est comme si l'Union européenne, elle va conclure un partenariat stratégique avec, on va dire, la Tunisie, un tout petit pays dans l'Afrique du Nord, pour pouvoir exploiter le gaz et le pétrole dans un pays énorme à côté qui s'appelle l'Algérie. Pourquoi alors? Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait, l'Union européenne. Elle a signé un accord en termes d'énergie avec l'Algérie, pas avec la Tunisie. Est-ce que je suis claire? Pourquoi vous avez signé avec Kagame et pas avec Tshisekedi, si je puis le dire ainsi? Écoutez, d'abord, ce n'est pas moi qui ai signé cela, ni aucun membre du Parlement européen qui n'ait une quelconque responsabilité dans cette signature.
Le rôle du Parlement européen, disais-je dans mes remarques introductives, est un rôle de contrôle de l'exécutif et un rôle d'impulsion politique. Hier, on a eu une réunion avec la ministre congolaise des Affaires étrangères qui a été extrêmement claire sur la situation qui prévaut dans son pays et on a pratiquement été unanime à partager la description qu'elle a faite. Je ne suis pas sur place, mais je fais confiance à ce qu'elle a dit. Ça a été recoupé d'ailleurs par nombre d'autres intervenants et la situation telle qu'elle se présente au plan humanitaire, qui est exécrable, a été confirmée par le représentant du service d'action extérieure, M. Popovski. Aussi, avons-nous été nombreux à dire que ce point doit être mis à l'ordre du jour de la prochaine session plénière à Strasbourg, donc la semaine prochaine, avec ou sans résolution, on ne sait pas encore, mais ce que je peux dire dès à présent, c'est qu'il y aura un débat. Je ne peux pas m'imaginer une seconde qu'on ne réserve pas une suite favorable à la demande du Parlement européen d'avoir un débat. Ces demandes viennent de toutes parts. Maintenant, en ce qui concerne l'accord signé, c'est un Memorandum of Understanding, MOU. Ce n'est pas un traité ou un accord qui doit être sujet à ratification entre l'Union européenne et le Rwanda, mais c'est une déclaration d'intention. Cette déclaration d'intention vise à sécuriser l'approvisionnement en matières premières, en matières stratégiques de l'Union européenne. Je vous dis très clairement, en mon nom personnel, et je crois être rejoint en cela par nombre de collègues, il n'y a aucune circonstance atténuante pour que le fait de s'approvisionner soit associé de près ou de loin aux violences qui sévissent actuellement dans la partie orientale du Congo. Aucune circonstance atténuante. Donc, je reste ouvert au débat et je suis pratiquement sûr que ce débat se clôturera par des appels à la suspension de cet accord et cette suspension permettra de tirer au clair les responsabilités là-dedans. L'origine des matières premières. En tant que parlementaire européen, je me suis battu pour le devoir de vigilance. Le devoir de vigilance exige des entreprises qu'elles apportent la preuve que les matières premières qu'elles transforment dans les usines européennes soient d'une origine non contestable. C'est-à-dire pas de travail d'enfant, pas de circonstances inhumaines ou de violences qui soient associées de près ou de loin à l'exploitation de ces richesses. Donc, je suis extrêmement clair en tant que responsable de mon groupe politique pour le développement. Je suis le porte-parole de mon groupe politique pour la commission développement et je rapporte à mon groupe ce qu'en pense la commission développement. Je suis absolument clair. Il faut, de mon point de vue, suspendre cet accord, tirer les choses au clair et après, on pourra, sur des bases qui correspondent aux engagements pris dans notamment la stratégie de l'Union européenne en matière de politique extérieure par Solana au début des années 2000, je crois que c'est 2002, 2003. Les principes sont clairs, respect des droits de l'homme, respect de la souveraineté, respect des droits de la femme. Tout cela est coulé en force de loi aussi dans le partenariat, dans l'instrument de financement de la politique extérieure de sécurité. Donc je crois que les textes sont là. Les analyses sur ce conflit vont s'affiner, mais pas question de financer et de dire on ne fait rien jusqu'à ce que tout soit tiré au clair. Je crois que les indices dont nous disposons maintenant sont suffisamment concentrés pour dire le standstill, le business as usual n'a plus de raison d'être. Monsieur Ekolo, Monsieur Goerens vient d'annoncer un scoop. La semaine prochaine, à Strasbourg, le Parlement européen va discuter. Il va y avoir un débat sur ce MOU. MOU. Donc, comment, selon vous, le gouvernement congolais va apprécier cette belle décision? Et je le dis, je suis accréditée auprès de l'Union européenne
depuis 30 ans. J'ai l'honneur et le plaisir de connaître M. Goerens. C'est un homme notoirement intègre. Il le dit, il est porte-parole de son groupe. Je rappelle qu'il s'agit de Renew, un groupe quand même qui est assez important. Et j'imagine, vous allez me le dire tout à l'heure, si vous pensez que les autres grands groupes vont suivre pour prendre la bonne décision, la décision la plus juste. Je peux juste ajouter un mot. Oui, oui, bien sûr. J'ai parlé en mon nom personnel et j'ai relaté aussi les propos des représentants des autres partis. Je n'ai trouvé personne hier soir se prononcer contre ce que je viens de dire. Extraordinaire. Donc il faut la clarté, il faut des convois, des corridors humanitaires pour permettre l'acheminement de l'aide, il faut diversifier les voies à travers lesquelles on peut faire transiter cette aide humanitaire. Ça, c'est le très court terme. Et pour le moyen et le long terme, il faut tirer au clair ce qui se passe autour de l'exploitation des richesses. On ne peut plus clair, Monsieur Ekolo. Comment pensez-vous que le gouvernement congolais va apprécier cette décision? C'est une décision qui sera certainement accueillie avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir aussi. Il faut savoir que l'Union européenne est un partenaire fiable pour la RDC. Dans le début des années 2000, il y a eu les accords de Cotonou et il y a régulièrement des échanges très fructueux avec l'Union européenne de l'ordre de 1,5 milliard d'euros en importation, 1,4 milliard d'euros en exportation, c'est-à-dire de l'Union européenne vers la RDC. Et ce sont des sommes qui peuvent être multipliées par 10, par 20. Parce que le rapport qu'il y a entre l'Union européenne et la RDC ne sont pas que des rapports, je dirais, commerciaux. Il y a derrière ces rapports beaucoup d'attachement, notamment aux valeurs. Et actuellement, ce qui s'est passé, notamment avec ce MOU, c'est que la classe congolaise et la population congolaise s'est interrogée sur les valeurs que défend l'Union européenne, en se disant, mais finalement, est-ce qu'il y a encore des valeurs communes qui nous unissent au-delà du business? Parce que business pour business, on pourrait faire des affaires directement avec des pays comme la Chine. Mais il y a encore un attachement presque indéfectible avec l'Union européenne. Et je pense que c'est sur cette base-là qu'il faut travailler. Je ne m'explique pas toujours la timidité qu'il y a entre l'Union européenne et, entre guillemets, la timidité entre l'Union européenne et la RDC, notamment à travers de ces MOU, qui dénoncent quand même une mauvaise, non pas une mauvaise gestion, mais je dirais une incompréhension dans notre chef. C'est-à-dire que pour le Congolais, peu importe les conditions que l'Union européenne peut obtenir au Rwanda, elle aura certainement de meilleures conditions avec la République démocratique du Congo. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison économique, civilisationnelle ou même, je dirais, diplomatique de passer, comme vous l'avez, Madame Lefebvre, à juste raison expliqué, s'agissant de la petite image que vous avez donnée entre la Tunisie et puis l'Algérie, de passer par le Rwanda pour des accords qui finalement pourraient être traités directement avec la RDC, en sachant en plus que la République démocratique du Congo n'a aucune intention de priver le Rwanda de ses richesses. Ce sont des matières et des domaines sur lesquels nous pouvons collaborer, comme le fait la Belgique et l'Allemagne, comme le font la France et l'Allemagne, la France et la Pologne. Donc il n'y a pas de raison qu'ici nous revenions à l'époque des corsaires et des vikings, parce que la situation qui prévaut aujourd'hui, c'est une situation comparable à cette époque où les corsaires et les vikings allaient rechercher à travers les mers du monde les richesses. Et donc on avait des corsaires qui étaient les groupes armés, je dirais, indépendants, et des corsaires qui étaient envoyés par des États. Nous pouvons dépasser ce stade et entrer dans une période beaucoup plus claire, comme vous le disiez. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus tellement de doutes par rapport au pouvoir de nuisance de ces groupes. Et ça risque de nous entraîner, en fait, dans quelque chose où on n'aura aucun gagnant.
le moment où les populations congolaises vont se soulever, cette situation ne risque de dégénérer à telle enseigne qu'il n'y aura, je le dis, aucun gagnant, ni du côté rwandais, ni du côté congolais, ni au niveau de l'Union européenne. Monsieur Goerens, si on part du principe que cette question va être discutée la semaine prochaine et que la majorité des députés européens sortira avec l'idée de proposer un projet de résolution qui va, d'une part, faire en sorte que ce mémorandum soit remis en cause, voire annulé, et que, d'autre part, ça pourrait aussi avoir comme conséquence un semblant ou un début, en tout cas, de paix dans cette région du monde, au Congo. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à voter cette résolution de manière majoritaire pour stopper, d'une part, pour remettre en cause le MOU et d'autre part, aider le Congo à retrouver un semblant de paix en tout cas? Ce qu'on essaiera de faire, et je crois que je peux m'exprimer au nom de ceux avec qui je n'ai pas encore pu me concerter, ça se fera la semaine prochaine. Il y aura des concertations entre les représentants des groupes politiques pour préparer ce débat. S'il y a une résolution commune du Parlement européen, elle sera négociée avec les représentants des divers groupes politiques. Je crois pouvoir dire qu'il y a une lecture commune de la situation. Il y a l'aspect direct qu'il faut adresser. Je pense notamment à l'envoi d'aide humanitaire. Je crois que là, il n'y aura pas la moindre contestation. Il faut le faire immédiatement. Négocier des couloirs humanitaires, des corridors humanitaires. Et puis, il faut se pencher sur les causes sous-jacentes de ce conflit. Et ces causes sous-jacentes, les causes profondes, elles vont être discutées la semaine prochaine. Et le tout devra, bien entendu, se développer sur une toile de fond de recherche de vérité. Quels sont les faits? Les matières premières qui sont en cause, est-ce qu'elles viennent du Rwanda ou est-ce qu'elles viennent des provinces orientales du Congo? Est-ce qu'elles ont été exploitées sous la pression, sous la menace de violence, sous la menace du recours à la force? Donc, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui se réduit à deux dimensions. Le fric, d'une part, et rapport de force. Et on voit aussi je suis triste de voir le dire, aux États-Unis, il y a un président qui ne réagit plus que par ces deux facteurs, qui ne réagit plus qu'à ces deux facteurs. Il réduit tout à une question d'argent et tout à une question de fric. Alors moi, ce que je dis, tous les puissants du monde, ils sont présents dans le Conseil de sécurité. Et maintenant, je suis déjà dans le moyen terme et le long terme. Je ne peux pas m'imaginer un seul instant que les Nations Unies et son Conseil de sécurité laissent passer cette occasion pour ne pas tirer au clair les raisons de ce conflit. Je crois qu'il y aura des commissions d'investigation. L'origine d'un produit aujourd'hui donne lieu à des recherches. Et les moyens de recherche, les laboratoires sont tellement sophistiqués qu'on peut dire aujourd'hui avec une quasi-certitude quelle est l'origine du produit. Et après, de fil en aiguille, on trouvera des réponses à d'autres questions. Donc ce qu'il faut qu'il se passe la semaine prochaine à Strasbourg, c'est que cela soit discuté et qu'on se prononce. Je ne peux pas m'imaginer un seul instant que la question de la suspension du MOU ne soit pas soulevée. Et je vous dis, si cette question est soulevée et s'il a fait l'objet d'une résolution, d'un trait dans le dispositif de la résolution, d'après si le Parlement agit dans l'esprit qui a prévalu à la discussion d'hier, je crois qu'il y a de fortes chances à dire que ce MOU sera suspendu. Pas terminé, pas jeté dans la poubelle, mais suspendu. Et la levée de la suspension, elle sera conditionnée aux réponses que l'on pourra apporter, et ces réponses doivent être en concordance avec les engagements pris par l'Union européenne. Et il faut aussi que les autres ne se cachent pas derrière cette discussion entre parlementaires européens, mais il faut que tous
la Chine, la Russie, tous ceux qui ont déjà été trouvés dans le sac, la main dans le sac en Afrique, doivent aussi se prononcer là-dessus. Ils ont une responsabilité au Conseil de sécurité. Moi, j'en ai ras-le-bol de devoir expliquer à nos entreprises qu'elles doivent remplir des tonnes et des tonnes de papier pour montrer de patte blanche pour ce qui est du système d'approvisionnement, des chaînes d'approvisionnement, alors qu'ici, il y a quand même des observateurs de la presse pas suffisamment parce que l'accès pour la presse est difficile dans cette région. Mais il y a quand même beaucoup d'indices concordants qui nous font penser que la direction que je viens d'esquisser est celle qui va être retenue la semaine prochaine à Strasbourg. Alors, comme vous avez pu le voir, hein, donc, dans cette émission Silence on tue au Congo, cette émission met en lumière les contradictions de l'Union européenne face au conflit en République démocratique du Congo. D'une part, l'Union européenne qui condamne officiellement l'implication du Rwanda et son soutien au M23, mais d'autre part, elle entretient des relations économiques et militaires avec Kigali, notamment par le financement de son armée et des accords sur le minerai stratégique. Cette situation alimente les critiques sur une complicité indirecte de l'Union européenne dans l'instabilité à l'est du Congo en raison de son pragmatisme géopolitique. Cela pose la question de la cohérence de la politique étrangère européenne et de la nécessité d'un engagement plus ferme pour la paix dans la région. Chers amis, mais je crois, d'après ce que les députés viennent de confirmer ici, gardons espoir que quelque chose va être fait la semaine prochaine quand ils vont se rencontrer, car c'est vraiment honteux, hein, c'est vraiment honteux que l'Union européenne continue à faire donc semblant. C'est comme s'il n'y a rien qui se passe au Congo alors que les gens sont en train de mourir. Et pour quel but, pour quel profit, hein? Donc l'eurodéputé Charles semble critiquer le président américain Trump, hein, donc il dit que voilà, deux choses qui comptent chez lui, c'est le fric, donc l'argent et le rapport de force. Mais c'est ce qui semble être la politique de l'Union européenne aussi. Alors, pour ne pas trop aller dans de conclusions, attendons voir la semaine prochaine, c'est que l'Union européenne va décider à propos de la situation RDC-Rwanda. Et c'est tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est... jusqu'à quand la communauté internationale fermera-t-elle les yeux sur le drame qui se joue en RDC? Et quand passera-t-elle enfin de paroles aux actes pour mettre fin à cette tragédie? Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci, à la prochaine.